Bienvenue à tous sur le plateau d'El Janoubia, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Alors aujourd'hui on va parler psychométrie, on va parler profil avec Fatema Mejdou. Vous êtes spécialiste justement en psychométrie. Spécialiste, oui, oui bien sûr. En tout cas je le prétends. D'accord. Après ça, ceux qui veulent me tester, donc à venir me voir. Mais justement, moi, ce qui m'intéresse là, c'est de parler avec vous d'une école qui s'appelle le MBTI. Et beaucoup de gens vous consultent justement pour que vous leur fassiez leur profil MBTI. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous expliquer ce que c'est que justement ce profil MBTI ? Le MBTI ou MBTI, c'est un outil de la psychométrie. Donc dans la psychométrie, il y a plusieurs outils. Il n'y a pas que celui-là. Celui-là est un des vieux outils. Donc généralement, pour comprendre le domaine de la psychométrie, le mieux c'est de commencer par cet outil. Parce qu'il est parlant. Deuxièmement, il est lié à une théorie de la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, qui permet d'aller plus loin si on veut travailler le côté introspection, thérapeutique, etc. D'accord. Donc il déclare déjà qu'il y a, pour qu'on comprenne bien, j'essaie de traduire mon propos. C'est Myers et Briggs, justement. Qui sont des élèves de Jung. Non, ils ne sont pas ses élèves. Ce sont deux Américaines qui ont contacté Jung et qui ont repris sa théorie et qui l'ont expérimenté. Donc ils ont mis au point un questionnaire qu'ils ont diffusé aux États-Unis pendant plus de 20 ans. Donc ils ont récolté plus de 25 000 réponses à leur questionnaire. Donc ce qui fait la validité et la crédibilité de ce questionnaire. Donc le questionnaire s'appelle MBTI, Myers, la mère, Briggs, la fille, donc Isabelle Myers et Catherine Briggs, et type indicateur. Ça veut dire que ça n'indique pas la personnalité. Ça indique quoi alors? Ça indique un profil apparent, c'est-à-dire le questionnaire va indiquer un profil apparent, ça va indiquer le fonctionnement de la personne aujourd'hui. Au moment où il répond au questionnaire. Moment où il répond au questionnaire, généralement on considère d'après la typologie jungienne que le profil apparent est valable pendant 3 à 10 ans. Pourquoi? Parce que nous passons à des étapes supérieures au bout de 3 à 10 ans, selon les personnes. D'accord. Et donc, qu'on évolue en fait. On évolue, bien sûr. Ce qui fait que une personnalité, c'est une construction faite de plusieurs profils. Un profil de base. C'est pour ça justement, nos clients, on va leur envoyer le questionnaire en ligne, ils vont répondre, ils vont venir, on ne leur révèle pas le profil apparent, on va leur faire en entretien des questions sur leur enfance, leur adolescence, sur ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes, d'où c'est très important un spécialiste qui fasse l'entretien. Il ne suffit pas de faire un questionnaire en ligne. Exemple, on a plein de questionnaires MBTI en ligne. Il y en a qui sont diffusés d'ailleurs même par la maison mère ici en Europe qui est OPP pour récolter des informations publicitaires, etc. Il y en a ou des informations de savoir c'est quoi la majorité de la population, etc. Donc il y a des raisons pour la diffusion de ces questionnaires. Il y a aussi diffusion des questionnaires sous d'autres formes pour des raisons publicitaires, exemple Facebook qui diffuse des questionnaires sur vous êtes cerveau droit, cerveau gauche, tout ça est lié à la psychométrie. Et nous, ce questionnaire ne suffit pas parce qu'il va te donner un résultat de ce que tu viens de répondre, donc un résultat apparent. Toujours. Nous, ce qu'on va avoir, toujours, ça dépendra de l'équilibre de la personne, de sa connaissance d'elle-même, etc. Donc il y aura des personnes qui auront quand même un résultat fiable des faits qu'ils sont stables à travers le temps. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les personnalités entières et ils sont minoritaires. La majorité des personnes, comme moi, comme vous, nous sommes une construction. Donc un profil de base, un profil d'aujourd'hui, un profil intermédiaire, donc minimum 3 à 4 profils développés. Puisque c'est lié aux 4
dominantes. On appelle ça les dominantes. Alors, quelles sont ces 4 dominantes? Ces 4 dominantes, ben, ça va plus loin parce que si on remonte chez Carl Gustav Jung, on va le trouver qui s'est intéressé à la médecine, il s'est intéressé à la métaphysique, il s'est intéressé à la religion. D'ailleurs, c'est ça qui fait qu'il a fait scission avec Freud, c'est que lui, il était orienté religion alors que Freud considérait que la religion, c'était une aliénation. Donc, il y a une distance avec la religion chez Freud qu'il n'y a pas chez Carl Gustav Jung. On le voit dans ses livres, on le voit notamment un livre que je conseille qui est L'homme et ses symboles, qui est un très bon livre sur la croyance. Mais il ne parle pas religion au sens que nous on l'entend, mais plutôt au sens croyance. C'est-à-dire qu'il considère que tout homme a des croyances, même quand cette personne n'est pas religieuse ou n'est pas adhérente d'une religion. Ce qui nous fait remonter plus loin dans l'histoire, puisque l'étude de la personnalité, c'est quelque chose qui remonte très très loin dans l'histoire. Ça remonte aux Chinois, qui ont été repris par les Indiens, par les Perses, par les Grecs, par les Arabes plus tard et par les Européens aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, en Europe, on reprend tout ça de manière scientifique. Moi, j'ai fait des études à Paris 7. C'est-à-dire scientifique. Et les autres, c'était pas scientifique? Les Perses, les Indiens, les Arabes, c'était pas scientifique? C'est pas scientifique au sens moderne du terme. Sauf chez deux, Razi, qui a d'ailleurs été repris. Mais qu'est-ce que ça veut dire au sens moderne du terme? Au sens moderne, ça veut dire théorie, expérimentation, résultat, thèse, antithèse, etc. Je pense que c'était scientifique. Et je pense que c'était très moderne. J'ai pas dit que ce n'est pas scientifique. Je dis juste que, par exemple, si vous posez la question comment on traitait les choses dans le passé, on vous dira que c'était des pseudo-sciences. Exemple, ilm al-firasa. Non, mais je vous dis juste une chose. Je ne pense pas que les Chinois aient attendu Jung pour être très scientifique. Je ne parle pas de Jung, c'est pas Jung qui dit ça. Ou d'autres, ou les modernes. Voilà. Je pense pas que les Chinois, je vais peut-être être un peu sévère, mais je pense pas que les Chinois ou les Indiens ont attendu les universités parisiennes pour être scientifiques. Il faut aussi avoir de la profondeur et comprendre que les civilisations forcément s'adaptent à leur environnement. Exactement. Et que dans leur instinct de survie, elles sont obligées d'expérimenter. Sinon, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de Chinois et plus d'Indiens. Juste ça. Justement, aujourd'hui, les Chinois sont repris, les Arabes sont repris dans le domaine de la psychométrie. Ce qu'on considère comme n'étant pas scientifique, il y a quand même des choses dans lesquelles les facs parisiennes, et moi je rends hommage quand même à la fac où j'étais formée, qui est Paris 7, eh bien, l'avantage en France, c'est qu'il y a, on va mettre de la distance avec le jugement. Par exemple, dans le traitement avant qu'on avait d'étudier la personnalité de quelqu'un, on va être dans le jugement. C'est-à-dire on va chercher à connaître le fonctionnement moral d'une personne. Alors que nous, je parle au sens moderne du terme, on va s'attacher plus au fonctionnement mécanique, on va dire. Sans porter de jugement, c'est ça? Tout en s'empêchant de porter un jugement. Ce qui fait que la psychométrie aujourd'hui est utilisée aussi bien dans le management, pour des raisons personnelles, parce que la personne veut se connaître et connaître les autres, comme c'est utilisé aussi en criminologie. Très important, ça. Voilà. Qu'est-ce que nous, on va dire par exemple, si on remonte... Donc ça veut dire, pardon Fatima, ça veut dire qu'un manager pour recruter peut l'utiliser, cette méthode? Oui, exactement. Ou un inspecteur pour faire, ou un psychologue dans la police pour faire... Parmi mes stagiaires, je vais avoir aussi bien le manager que le psychologue, que le coach, que le chef d'entreprise, que le président d'une association. Tout
toute personne qui a besoin de connaître les autres pour mieux adapter sa communication à eux et mieux les connaître et savoir comment. Alors les comment politiques, j'imagine aussi. Bien sûr, les politiques ont tous des coachs connaissant la psychométrie. Bien sûr, puisqu'ils apprennent l'adaptation du langage. Par rapport à la population qu'ils ont en face. Exactement, et on connaît même quels sont les profils qui sont majoritaires dans la population, et on connaît quels sont les profils qui sont minoritaires. On sait quel type de population on a majoritairement en France, quel type de population on a majoritairement en Tunisie ou aux États-Unis. C'est même pas. Alors dites-nous, ce serait quoi par exemple? La France, la Tunisie, les États-Unis. Les quatre éléments sur lesquels on travaille sont connus depuis l'Antiquité. Mais dites-moi, répondez-moi à cette question, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'abord en France, en Tunisie, aux États-Unis? On va dire les quatre éléments. C'est l'utilisation de la pensée liée aux émotions, donc pensée analyste et aléatoire. L'utilisation de la pensée logique et analytique. Donc c'est différent. Analytique, ça veut dire j'utilise des paramètres objectifs et j'utilise des paramètres logiques universels. Analyste, je vais utiliser des paramètres personnels, des paramètres aléatoires. L'intuition, l'utilisation de l'intuition, c'est l'utilisation des sixièmes sens. Et le sensoriel, c'est l'utilisation des 5 sens. Je vois, j'entends, je goûte, je touche. Eh bien, nous allons avoir des cultures différentes. C'est pas forcément que la population est majoritairement comme ça, mais il va développer ce qu'on appelle, nous, les 4 profils développés à travers l'âge. Le premier profil, il est considéré comme génétique. Aujourd'hui, on en hérite. On est génétiquement comme ça, puisqu'on a aujourd'hui des études, notamment par exemple en France, l'étude produite par Thierry Bougerolles du CHU de Grenoble, qui est un neuropsychiatre et qui est reconnu. D'ailleurs, cette étude a été publiée à l'époque de Sarkozy, en 2003. Et on a d'autres neuroscientifiques de renommée qui ont fait des études là-dessus, comme Herman, et d'autres. Ça me vient pas tout de suite, mais si vous voulez, je peux toujours donner les références. Mais alors, donc l'enfant, il est dans le profil génétique. Donc ça, c'est la première chose. À l'adolescence, il va développer le cognitif. Donc il va être au début, il est dans je suis ce que je suis. Après, il va passer à je suis ce que je pense. Je me pense. Parce qu'avant l'âge de 10 ans, il ne se pense pas. Il est. Mais à partir de 10 ans, il se pense. Donc il va se penser par rapport à la classe d'âge, par rapport à... aujourd'hui, il se pense mondialement, puisqu'il est dans une culture ado mondiale. En même temps, il va se penser unique, puisqu'il va porter une paire de baskets célèbres. Il va croire qu'il est le seul et l'unique, sachant que cette marque, ils vendent 1 500 000 baskets par jour. Minimum, je ne sais pas par jour, mais en tout cas, au moins 1 500 000 d'après les statistiques. À partir de 18-20 ans, on va passer dans le troisième profil développé, qui va être le profil socio-culturel. C'est là que la société dans laquelle je suis, mes parents, l'éducation, vont avoir une incidence sur moi. Cette incidence, ils l'ont dit, l'enfance, mais ça va apparaître beaucoup plus à cet âge-là, puisque je vais rentrer dans l'âge des devoirs. Donc, je vais être comme je dois être. Comme je dois être comme étudiant, comme je dois être comme maman, comme papa, comme employé, comme homme politique, comme animateur de télé, comme psychométricien, etc. Je dois adopter les comportements désirables de mon socioculturel ou des socioculturels ambiants. D'accord. Et le quatrième? Et le quatrième, c'est ma propre pensée sur mon propre chemin de vie. Et ça vient plus tard, ça peut venir après 30 ans, il y en a, ça vient après 40 ans. On appelle ça le profil psychanalytique. Il y en a, mais ça, alors quand vous dites ça, est-ce que ça vient chez tout le monde? C'est le développement standard. Après, on aura des précoces qui, eux, vont faire ce développement bien plus tôt. Donc les quatre évolutions, les 4 étapes, ils les ont déjà fait avant 20 ans. Et d'autres, ça va être bien plus tard, les 4
évolution. Il n'y en a jamais. Il y a ce qu'on appelle les personnalités entières, que c'est le même enfant, adolescent, adulte. Voilà. Vous pouvez le laisser 40 ans, vous revenez, il est toujours dans les mêmes comportements. Il a peu changé. Et c'est pas lié. Le vécu, l'éducation, tout ça, ça va juste influencer, augmenter, tempérer. Mais on a des dominantes dans notre personnalité qui vont rester persistantes. C'est ce qui fait que tu reconnais que lui c'est Nadir, lui c'est Rachid, lui c'est Mohamed, elle c'est Fatima, elle c'est Rachida, alors, Philippe. Est-ce que je peux reposer ma question? On y va. Twenza, les Français, on y vient. Les Américains. Justement, chacune des 4 dominantes ou des 4 préférences dominantes, chacune est désirable plus dans un pays que dans un autre. Ouais. D'accord, ça joue beaucoup. La dominante, par exemple, si on prend les 3 pays maghrébins, au Maroc, la dominante émotionnelle est désirable. D'où on parle de la chaleur des Marocains, l'accueil des Marocains, etc. etc. C'est pas comme ça, non. Chez les Marocains, même si on parle de l'accueil et tout, l'émotionnel n'est pas la dominante. C'est au contraire, c'est le sensoriel qui est dominant. D'accord. J'ai mélangé avec l'Algérie. D'accord. Au Maroc, par exemple, ça va être le sensoriel qui va être dominant. L'accueil marocain et tout, c'est un accueil avec des éléments concrets. On va te faire manger, on est dans l'artisanat marocain, on est dans un savoir-faire marocain. C'est-à-dire que quand on pense au Maroc, on pense à des objets, on pense à des lieux. Donc le Marocain, il est marqué par le sensoriel. Et il est sensible au sensoriel, de la sensibilité aux couleurs, à la lumière, des choses comme ça. Et à la nourriture, par exemple, la cuisine marocaine, il est reconnu. Chez les Algériens, ça va être plus orientation vers l'émotionnel. D'où les Algériens sont beaucoup sensibles à tout ce qui est culturel, à tout ce qui est émotion, à tout ce qui est gentillesse, à tout ce qui est... même par exemple moi j'ai vu avec des hommes d'affaires algériens, par exemple quand ils traitent les affaires, la manière dont tu t'es comporté avec eux va être importante. Très déterminante. Tu as été gentil, méchant, tu as fait preuve de savoir-vivre ou pas, etc. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important pour les Marocains, mais ça va passer en deuxième. C'est les éléments concrets qui vont être importants pour les Marocains. D'accord. C'est-à-dire, le Marocain, par exemple, va pardonner que tu étais mal comporté si malgré ça, tu as montré quand même une empathie concrète. C'est-à-dire que tu as fait quelque chose, tu as fait un acte concret. Alors que chez les Algériens, ce qui prédomine, c'est plutôt comment tu t'es comporté. Voilà, comment tu t'es comporté. D'accord. Par exemple, mais ça, par exemple, ce sont des généralités. Bien sûr, on va dire, c'est comme si s'il y a une teinture. Oui. N'empêche que les 4 dominantes, on les trouve aussi bien au Maroc qu'en Algérie, qu'en Tunisie. Si on va vers les Tunisiens, là on va trouver plus la dominante intuition. C'est-à-dire le fait de marcher à la pensée. D'où d'ailleurs une certaine réactivité chez les Tunisiens qu'on ne trouve pas chez les Marocains et les Algériens. On le voit d'ailleurs sur le plan politique. Les changements sont faciles en Tunisie. Même si ça a l'air d'un pays maghrébin comme les autres, d'un pays ancien, etc. Mais il y a quand même une capacité de passer vite d'un état à un autre par rapport à l'intuition. Et on remarque par exemple que les Tunisiens sont très sensibles à cet endroit m'a parlé, l'intuition, l'idée, sensible aux idées. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, la Tunisie était le pays le plus lettré par rapport au Maghreb. Bien sûr, bien sûr. Bon, plus petit aussi. Ça, justement, ça compte. Ça explique. Non, mais quand on est 8 millions, c'est... Quand, par exemple, je parle du côté sensoriel chez la dominante sensorielle dans la culture marocaine, c'est pas forcément une dominante chez les Marocains. C'est une dominante culturelle. Si on prend par exemple l'Europe, les Français sont sensoriels.
de le terroir. Alors donc il y aurait une ressemblance par exemple entre les Français et les Marocains de ce point de vue-là. Exactement. Et c'est le pays le plus... D'ailleurs, beaucoup de Français partent au Maroc. Oui. Il y a une ressemblance entre les deux cultures. Pas forcément dans tout, mais il y a quand même une ressemblance. Et les Américains, alors ils seraient plus proches des Algériens, des Tunisiens? Oui, plus proches des Algériens. Ils sont plus intuitifs. Un Américain, c'est au feeling, c'est à l'intuition. Tu peux par exemple rencontrer un Américain que tu ne connais pas du tout. Si le feeling il passe, on peut faire des affaires. Absolument. Il peut devenir ton ami. Des choses comme ça. Oui, vraiment, ça compte de savoir à qui on parle. Bien sûr. Justement, nous, on va beaucoup plus loin, puisque dans la psychométrie, on traite aussi, comme avant, le langage non verbal. Et ça, c'est Paul Ekman. Donc, je suis certifiée Paul Ekman. Donc, c'est Paul Ekman, un Américain, qui a étudié comment les expressions faciales sont liées en réalité au fonctionnement cérébraux. C'est-à-dire c'est comment tu penses, comment tu ressens les choses que ton visage s'exprime. Et ça, on le connaissait depuis l'Antiquité. Quelqu'un qui est triste, tu vois qu'il est triste. Tu vois, c'est un langage que l'humanité comprend. Sauf que dans ce langage-là, il y a les macro-expressions. Donc il est triste, il voit. Il est heureux, il voit. Et il y a les micro-expressions. Il cache qu'il est triste, il voit. D'accord. Alors, un dernier mot, Fatima Majdoub, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez me définir cette science qu'on appelle Firasa, justement? Justement, on remonte ce domaine qui est ilm al-firasa chez les Arabes. Donc la science de, comment on pourrait traduire le firasa? De discernement. En réalité, c'est le discernement. Et le mot, étymologiquement, vient du mot farasa. Farasa, c'est ce que fait le lion quand il ouvre le ventre de la proie et qu'il sort ses entrailles. Et chez les Arabes, ou chez les musulmans, les arabo-musulmans, on considérait que faire de la firasa, c'est être capable de déduire ou de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de quelqu'un ou d'une chose, à partir de ce qu'on voit de l'extérieur. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le langage non verbal, par exemple par rapport aux personnes. Et Ibn al-Qayyim et Ibn Sina, Razi, Averroès, Shafi'i, ils étaient des spécialistes là-dedans. Donc je donne ces références pour ceux que ça intéresse. Donc principalement en Europe, chez qui on a repris, c'est Avicenne et Averroès. Et principalement Ibn Rushd et Ibn Sina. Ibn Sina et Ibn Rushd. Et justement, ils ont divisé la firasa en trois. La firasa matériel, donc le discernement dans la matière. Donc la matière c'est le corps, la matière c'est les végétaux, la matière c'est les minéraux, etc., etc. Donc ils arrivaient par exemple en regardant un terrain à savoir s'il y a des minerais et que ça vaut la peine qu'on creuse. Ils arrivaient en regardant les végétaux à savoir s'ils étaient toxiques ou pas toxiques. Ils arrivaient, et après à la firasa, firasa al-taba'i, on appelle ça firasa al-taba'i, donc la firasa des natures. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le côté psychique. D'ailleurs, un des premiers livres psychologiques a été écrit par Averroès. Et ça s'appelle Ilm al-Nafs, la science de la psyché. Le livre existe, mais il n'est pas édité, donc il est au Muséum British. D'accord. Tous ces livres-là, ils sont en Europe aujourd'hui. Même le livre, le Qanoun, ça s'appelle le Qanoun, Al-Qanoun fi al-Tibb d'Ibn Sina, d'Avicenne, il est au Louvre aujourd'hui. Il n'est pas édité celui-là? Non, il n'est pas édité. Non. Ce sont des vieux livres que les spécialistes peuvent consulter, mais qui ne sont pas édités. Certains d'entre eux, on n'en a pas beaucoup. Il y a un livre, pour ceux qui lisent l'arabe, on a le livre de Georgi Zaidan. Ilm al-Firasa, les Georgi Zaidan. Celui-là, il est édité. On peut... Il est d'où? De quel pays? De quelle nation il est, Georgi Zaidan? Alors là,
vous me posez une colle, puisque Bon, où il est libanais, où il est syrien, où donc il est palestinien. d'Orient, Il est d'Orient. du Proche-Orient. Georges Zaidan, je D'accord. pense. Son nom, ouais, fait très Je pense syro-libanais. il est palestinien, je D'accord, pense. d'accord. Mais il a été beaucoup au Liban, c'est pour ça que j'hésite. D'accord. Et C'est Georges passionnant, hein. voilà. C'est vraiment, Et justement, si on prend l'Europe, par exemple, les quatre dominantes en Europe, Ouais. la France est dominante sensorielle. Et l'Allemagne? L'Allemagne dominante thinking, donc Ouais. dominante logique ou mathématique, logique. Ouais. C'est pour ça, c'est ce qui compte chez les Allemands, c'est la logique, Ouais. c'est le pragmatisme. Ben, vous voyez, Fatima, Les Italiens, c'est Ouais. des émotionnels. Ouais. Et les Anglais, c'est des flegmatiques. D'où on parle d'ailleurs du flegme anglais. Si on veut revenir à la typologie européenne, c'est Hippocrate qui a repris les Chinois et les Indiens et les Perses et qui a fait sa typologie qu'on utilise encore aujourd'hui en médecine et qu'on utilise même dans le langage populaire. Quand on parle des gens, puisqu'on connaît déjà tout ce domaine, on le connaît sans le connaître. On va dire de quelqu'un qu'il est terre à terre, ça c'est le sensoriel, qu'il est tête en l'air, ça c'est l'intuition, qu'il est de tempérament chaud, ça c'est les émotionnels, de tempérament froid, phlegmatique, ça c'est les logiques, les gens logiques, rationnels. Merci. On utilise déjà ça. Merci beaucoup Fatima Majdoub. Moi, alors juste un mot. En fait, tout cela m'apparaît aussi comme étant, quand je parle des peuples, je ne parle pas de personnalités, d'individus pris à part, mais comme répondant à une nécessité d'adaptation à un environnement pour survivre. Et c'est ce qui me pose problème avec la société de consommation. Respecter la nature de la personne. Non, mais déjà pour survivre, parce que sinon on meurt. Et c'est ce qui me pose problème avec la société de consommation qui tend à standardiser une même manière de vivre, alors que les environnements restent différents. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Aujourd'hui, malheureusement, le désirable pour réussir, c'est d'être sensoriel et rationnel. D'accord. À l'américaine alors? Non, pas à l'américaine. À partout. Oui, mais quel est le peuple qui est... Quel est le peuple qui est le plus comme ça? Le peuple français, malgré que ce n'est pas sa nature première. D'accord. Tu vois, c'est en France, par exemple... On est sensoriel, vous disiez, pour la France. On est sensoriel, mais on est normalement plus émotionnel que rationnel. Sauf que les études en France, le travail en France est fait de manière rationnelle. C'est-à-dire que la rationalité est désirable. C'est peut-être pour ça. Voilà. C'est peut-être pour ça. Quand on agit, quand on évolue contre nature, forcément, à un moment donné. Voilà. La rationalité est nécessaire, mais il n'est pas forcément la meilleure chose à utiliser quand on est humain. Quand on est humain, on est beaucoup plus émotionnel. On marche au cœur. Merci Fatima, merci beaucoup. Très intéressant. Mon travail principal... Alors allez, un dernier mot, yallah. Mon travail principal en ce moment, c'est l'orientation scolaire et professionnelle, puisque... J'imagine qu'il y a plein de gens qui se réorientent. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Imaginez, je veux que mon fils ou mes fils veulent tous faire médecine. Eh bien, ce serait un sensoriel. Ils s'orienteraient beaucoup plus vers le côté technique de la médecine. Orthodontiste, orthopédiste, voilà des choses en contact direct avec le corps. Il serait émotionnel, ça c'est plus la médecine générale. Il serait intuitif, ça c'est plus la recherche. Il serait rationnel, ça c'est plus la chirurgie. Et puis il y en a peut-être un, non, toi il vaut mieux pas que tu fasses médecine, il faut le dire aussi. Oui, mais il faut aussi conseiller. Même s'il veut. Même s'il veut, il y en a un, on peut lui dire écoute, toi, c'est pas bon pour toi. C'est possible. Moi, je dis que non, il n'y a aucun domaine pas bon, il y a juste des manières. Pour lui. Mais il y a des manières différentes de le faire. C'est-à-dire il peut le faire, mais pas dans la même manière. Par exemple, si on indique au rationnel à faire généraliste, on va le mettre à mal parce qu'il sera obligé de mobiliser l'émotionnel et ça lui demandera un effort supplémentaire. D'accord. Vous voyez la différence. Sinon, par exemple, il peut être animateur de télé, mais différemment, pas dans les mêmes émissions. Journaliste, par exemple, un sensoriel, c'est plus le journalisme de terrain. Un émotionnel, c'est plus le journalisme d'enquête.
Un intuitif, c'est plus le journalisme littéraire. Il y a plusieurs métiers dans une même branche. Voilà, merci en tout cas Fatemah Majdoub, merci d'être venue sur notre plateau nous expliquer ça, c'est très intéressant. Je suis obligé d'arrêter, mais qu'est-ce on peut rester des heures et des heures et des heures là-dessus. Il n'y a rien qui parce que j'imagine que c'est une science, évidemment, et on n'a pas fini d'en apprendre tous les jours sur l'humain. Voilà, écoutez, à vous, comme je le dis toujours, de poursuivre, d'aller découvrir un peu plus qui est Fatemah Majdoub et son travail. Voilà, et puis les sciences humaines. Allez-y, parce qu'il y a tellement encore à faire. Et je pense qu'on n'a pas fini, c'est ce que je disais tout à l'heure, je veux vraiment qu'on comprenne bien cela, d'étudier qu'en pensent les Indiens. Qu'en pensent les Chinois? Qu'en pensent les Grecs? Ils ont un héritage fondamental. Qu'en pensent les Amérindiens? Qu'en pensent les Arabes? Qu'en pensent les Africains? Tout cela aujourd'hui, dans la mondialisation qui est la nôtre, doit être pris en compte. À bientôt.